15 août 2020. Ce n'est pas un jour pour mourir. Dans le train qui me mène à Paris, j'essaie entre deux zones blanches de négocier avec l'hôpital, de les faire fléchir. D'un moment à l'autre, ton corps va être transféré à la morgue. Je ne pourrai plus y accéder, c'est le week-end du 15 août. Ma mère et mon frère sur place tentent de ralentir la marche funèbre. En vain, j'arriverai trop tard. Glacée à l'idée de ne pas pouvoir serrer contre moi ton corps encore chaud, ma vue se brouille. Éric m'enlace dans ses bras puissants. Il forme un garrot pour juguler la crevasse, mais il ne fait qu'évider un peu plus mes entrailles et mettre à jour ma chair à vif. Je me soustrais à son étreinte et pose mon front sur la vitre. L'air conditionné qui s'échappe des grilles assèche mes yeux, empêche mes tombereaux de larmes de ruisseler et de suivre leur cours. Je me décolle de la fenêtre et les laisse creuser leur lit. Pour échapper à mon reflet, je me focalise sur l'arrière-plan et me laisse porter par l'inexorable mouvement. Le train va vite. J'entre en collision avec des formes étranges, sur des paysages aux contours flous, au point que la réalité semble s'être totalement dissoute. Sur des territoires évanescents, ton visage en surimpression se dessine. Expressif et dansant, il épouse les montagnes, il prend la forme des arbres, il se projette sur les façades des maisons et se découpe dans les nuages. Je me lance à ta poursuite, mais tu te dérobes. La mort aux trousses, tu ne cesses de te déployer, de modifier ton apparence. Ralentis la cadence. Laisse-moi au moins le temps de fixer ton image avant qu'elle ne m'échappe à jamais. Je cavale, je te talonne comme dans les westerns dont nous nous abreuvions lorsque j'étais enfant, nous réjouissant quand les Indiens remportaient une victoire. Sans savoir, nous savions qui étaient les véritables sauvages. Dans cette chevauchée débridée, je ne fais que t'effleurer. C'est furtif, mais je n'abandonne pas pour autant. Une main tenant une bouteille d'eau entre dans mon champ de vision. Je me tourne vers Éric, rassurant et gauche à la fois. Sa présence à mes côtés, comme son impuissance, me touche, mais à cet instant, je les vis comme une diversion. Or, je ne peux ni ne veux me soustraire à ce moment. Sans un mot, je réponds à son empathie en lui tournant le dos pour revenir à toi qui continue ta course effrénée, te décalquant à l'infini. Rien ne te résiste. Tu braves la matière, les éléments, tu ne recules devant aucun obstacle, même si des signes de faiblesse commencent à se faire sentir. Tout à coup, je ne sais plus qui de nous deux cherche à raccorder le wagon de l'autre. Tu t'essouffles, tu te cabres. Quelle méprise! Tu ne te joues pas de moi, pas plus que tu ne cherches à me fuir. Avec acharnement, tu repousses les assauts de la distorsion. Comment n'ai-je pu voir avant que ton seul dessein est de maintenir l'allure, aussi folle soit-elle, afin de m'escorter jusqu'à Paris et me mener à toi? Je t'encourage à ne pas fléchir, à ne pas te rendre. Je t'exhorte à jeter tes dernières forces dans cet ultime combat. Inspire-toi de Geronimo, qui sur son lit de mort regrettait sa reddition. Hélas, c'est déjà trop tard. Dans ce train lancé à grande vitesse, j'assiste démuni à ta désagrégation. Ta silhouette s'altère, tes traits s'allongent et s'étirent. Tu es soumis à une force d'attraction gravitationnelle telle que tes yeux s'enfoncent. Ta bouche n'est plus qu'un trou noir. Tes membres se disloquent, ton corps se désarticule. Avant que tout ne cède, je décroche et je ferme les yeux. Je suis percutée de plein fouet. C'est l'histoire. C'est l'histoire du 15 août au 20 août du retour d'une fille vers son père qui vient de mourir. C'est l'histoire d'un deuil. C'est l'histoire des festivités ou des usages autour de ce deuil,
par une famille algérienne qui vit en France, une famille ouvrière, à une période où les morts meurent seuls et où leurs cadavres sont ramenés au pays, ramenés Yamin, sont renvoyés au pays seuls. Et donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est, vous dites « je », c'est véritablement « je ». Il semble que vous ayez voulu fixer vos propres souvenirs et que vous vouliez que ces souvenirs soient totalement vrais, parce que c'est un livre de vérité, c'est un livre pour mémoire, c'est le livre de votre mémoire. Et c'est difficile pour moi parce que je ne peux pas vous dire vous, mais j'ai toujours envie de dire elle, comme si vous étiez un personnage. Or, ce n'est pas vrai, vous êtes dans la réalité. Les personnages ont leur vrai nom. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit roman. Et de toute cette vérité, il y a dans ce livre la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, où il y a des choses qui ne sont pas dites, où il y a des choses encore à dire. C'est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, à une nuance près, c'est que évidemment, quand j'ai construit ces 5 jours, oui. Et d'ailleurs ça m'a totalement échappé, quelqu'un me l'a fait remarquer, c'est presque inconscient chez moi, un peu comme une pièce de théâtre avec 5 actes. Et j'ai voulu raconter ces 5 jours, comme vous l'avez dit très justement, tout ce qui était lié à ce week-end du 15 août, à ces festivités entre guillemets mortuaires, et puis l'incapacité et l'impossibilité pour moi de pouvoir voir mon père parce qu'il était en chambre mortuaire et que la morgue nous était interdite. J'ai voulu raconter factuellement, et alors pour le coup c'est la stricte vérité de ce qui s'est passé pendant ces 5 jours. En revanche, ces 5 jours m'ont permis de m'extraire, parce que la maison grouillait de monde, pour venir nous voilà, rendre hommage à mon père, la famille, les amis, les voisins. Et ces 5 jours durant lesquels j'avais la sensation que mon deuil était confisqué d'une certaine manière, parce que j'aurais voulu n'être qu'avec ma mère, avec mon frère et ma sœur. Et c'est des échappées. Pendant ces 5 jours, j'ai convoqué les souvenirs que j'avais avec mon père, évidemment, et je me suis rendu compte à quel point la mémoire est un muscle qui nécessite d'être réactivé, parce que plus je le sollicitais, ce muscle, et plus des choses ont ressurgi durant déjà ces 5 jours. Et puis, il a fallu aussi que je trace le parcours de cet homme qui, malheureusement, est ponctué d'un certain nombre de vides, parce que mon père était un taiseux, pour plusieurs raisons, je pense, qui sont liées à l'exil et à sa vie difficile, puisque mon père a perdu ses parents à l'âge de 7 ans et il s'est retrouvé à la rue. Et donc, il a commencé à travailler à l'âge de 7 ans dans des fermes agricoles, en dormant dans une grange ou sous le porche d'un immeuble ou d'une maison. Et quand il est arrivé en France à l'âge de 18 ans, d'abord à Marseille, puis ensuite vers l'est de la France, avant d'arriver à Paris et de faire la rencontre de ma mère. Et mon père était très, très secret sur ce qu'avait été sa vie, non pas parce qu'il y avait des choses à cacher, mais je pense que chez beaucoup d'hommes, en tout cas dans ma famille, c'est comme ça, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de familles, un certain nombre de choses sont tues, d'une part parce qu'il ne faut pas faire remonter la souffrance, la douleur, et qu'il faut sans cesse être en mouvement, parce que si on s'arrête pour s'interroger et se questionner sur ce qu'a été sa vie, on finit par tomber. Et je pense aussi, par ricochet, qu'il ne voulait pas nous encombrer, en tout cas moi m'encombrer en tant que fille aînée, pour ne pas s'apesantir et ne pas m'apesantir.
dans la tristesse, dans le chagrin, dans la révolte qui court dans le livre, et d'ailleurs qui est déjà dans la notion de Geronimo et de l'inversion des valeurs, dans les cow-boys et les Indiens, ce sont les Indiens qui sont les héros, déjà là. Hein. Dans ce chagrin, dans cette révolte, dans cette colère, qu'est-ce qui tient du deuil, proprement parlé, et qu'est-ce qui tient de la vie de votre père? J'allais dire, de cette vie, le mot légende, que vous voulez transformer en légende, c'est-à-dire avec tous les honneurs. Vous savez, quand on enterre quelqu'un avec les honneurs dus à son rang. Et ce livre, c'est l'enterrement d'un homme avec les honneurs dus à son rang. Alors, je voudrais que, est-ce que toutes les chagrins, les colères sont mêlés, ou vous distinguez les passages où il y a des colères plus marquées ou plus désignées sur un plan ou sur un autre? Je pense que malgré tout, c'est intimement lié, ces deux idées-là, quoique sur le deuil, il y a évidemment la fille qui s'adresse à son père et qui, ça me plaît beaucoup ce que vous venez de dire, parce que je trouve ça très beau, parce que par égard pour mon père, je voulais lui redonner sa dignité, tout simplement parce qu'il m'avait tellement donné sans, comment dire, mon père qui n'avait pas eu d'enfant, qui ne savait pas très bien comment on élève un enfant, j'étais un peu son brouillon d'une certaine manière, mais il m'a donné déjà la plus belle chose qui soit, c'est ma liberté. Et comme je le dis d'ailleurs dans le livre, mon père, je le respectais, mais je ne le craignais pas. Donc, voilà, la nuance est de taille, mais par rapport au deuil, voilà, c'était cette idée de lui redonner ses titres de noblesse. Et la colère, elle est forcément sous-jacente parce qu'elle est nourrie par, pas uniquement la vie de mon père, mais de tous ces hommes, que ce soit lié à l'immigration italienne, portugaise, espagnole, de ces hommes qui ont quitté un pays et qui ont été d'une certaine manière réduits à la notion d'immigrés, sans leur donner des couleurs, sans leur donner des aspérités, sans leur donner de la chair. Et j'avais envie de faire sortir un peu cette figure-là du champ sociologique et de le faire rentrer dans la littérature. Et je pense que c'est cette colère-là qui m'a nourrie et qui a nourri aussi le fait que je tenais à ce que ce soit un livre écrit et que ce ne soit pas uniquement un témoignage. C'est bien au-delà du témoignage. C'est ce que je dis d'ailleurs, mon père qui ne savait ni lire ni écrire, je me devais, par égard pour lui et pour lui rendre tous les honneurs que je lui dois, de lui confectionner le plus beau des manteaux et la plus belle des broderies avec cette langue française. Vous dites, page 146, « Il n'existe pas de contrée pour les orphelins de l'émigration, ni pour les rebuts de l'immigration. » Oui. Et pour revenir sur ce que vous dites de votre père, il y a deux petites scènes, je me permets de les raconter. Une voisine vient dire quand même, votre fille, on la voit un petit peu trop dehors, etc. Et le père répond, je vois pas de quoi vous voulez parler, je n'ai que des garçons. C'est une scène magnifique. Et une autre scène très très jolie, comme vous l'a dit Rachida Brakni, il ne sait ni lire ni écrire, et chez le marchand de tabac, il trouve un livre, certainement c'est la couverture bleue qui l'attire, et il achète ce livre et il va le donner à sa fille, et on lui dit, mais vous n'allez pas faire lire ça à votre fille. Et donc le livre, à la fois c'est
un élan vers la lecture, et à la fois cette lecture, elle lui est doublement interdite. Elle lui est interdite parce qu'il ne lit pas, et que l'interdiction de censure arrive là-dessus. Et c'est extraordinaire. Ces deux anecdotes en font un personnage déjà absolument magnifique. Oui. Si je peux me permettre, Paul, par rapport à la phrase que vous avez citée dans le livre, je crois qu'il était important aussi pour moi de raconter l'histoire de ces hommes qui sont dans une sorte de zone grise. Quand je parle d'orphelins de l'immigration et rebuts de l'immigration, c'est qu'ils sont arrivés en France avec le rêve de retourner un jour sur leur terre natale, sauf que leur pays d'origine continue à s'écrire sans eux. Donc ils ne sont plus de là-bas, et tout concourt ici à leur rappeler qu'ils ne sont plus d'ici. Donc ils sont dans cette espèce de zone grise, et ils ont fait des enfants, et ces enfants sont français. Et j'imagine à quel point c'est douloureux pour un homme comme lui, quand il était à la retraite, il allait régulièrement en Algérie, et puis il prévoyait de rester des mois. Mais sauf que au bout d'un mois, il rentrait précipitamment, parce que je me dis, là-bas aussi, il finissait par tourner en rond. Et donc, c'est être tiraillé comme ça entre deux pays, et puis voilà, ne plus savoir très bien où on est. C'est encore une fois voilà, cette zone grise que j'avais envie d'explorer, ce territoire. Et vous le montrez très bien, parce que d'un côté, votre mère s'intègre très bien. Elle choisit l'appartement, elle s'installe en France. Et chez votre père, il y a le rêve de faire construire une maison au pays. Et vous, enfant, vous découvrez quand même que la maison au pays, elle est pas dans le quartier le plus chic, elle est un peu dans un endroit un peu désertique. Et d'ailleurs, cette maison, j'ai pas l'impression qu'elle ait été finie un jour. Non. Non, Non. voilà. Donc c'est comme un rêve inachevé. Il y a quelque chose qui est très beau, mais vraiment très beau dans votre livre. C'est sur le langage, parce que votre livre, il est puissamment écrit, votre langue est magnifique. Et donc, moi, j'avais l'impression qu'ils parlaient tous français. Non. Et puis, racontez, et puis lisez aussi. Alors, si vous voulez nous lire ça, c'est sur la langue. Tout à fait. Mais alors, avant de lire cet extrait, juste pour contextualiser, j'ai une sœur qui a 10 ans de moins que moi. Et donc, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté la maison pour m'installer à Paris et entamer des études d'histoire. Et puis, la vie a fait que ensuite j'ai abandonné ces études d'histoire pour intégrer le Conservatoire national de Paris. Et j'ai commencé à travailler et à intégrer la Comédie Française. Et ce qui fait que je venais moins souvent à la maison. Mais malgré tout, je revenais régulièrement, épisodiquement, on va dire, pour le fameux déjeuner dominical. Voilà, et donc je vous lis cette scène. Donc j'arrive à la maison. Mon frère n'est pas encore réveillé, et ma sœur, qui faisait ses devoirs dans sa chambre, vient m'embrasser dans la cuisine avant d'aller te retrouver dans le salon. Alors que je retire la peau des poivrons grillés, des bribes de votre conversation me parviennent. Quelque chose d'inhabituel m'interpelle, mais difficile de me concentrer tant maman me bombarde de questions. Je termine à la hâte la meshouia pour dresser la table et ainsi vous examiner à loisir de plus près. Je suis piquée au vif, mais par quoi ? Je retourne à la cuisine sans avoir pu mettre un mot sur le sentiment qui m'habite. Je reviens avec la ferme intention de comprendre ce qui me chagrine. Comme dans le jeu des 7 erreurs, j'essaie d'identifier le changement qui altère ma perception du tableau originel. Tout est à sa place, dans les moindres détails, jusqu'au verre ébréché, ton préféré, rempli de sirop de menthe. Votre conversation couvre le son de la télé, mais il suffira d'un blanc de 2 secondes mettant en exergue la voix en arabe du présentateur télé de la chaîne TV2, chaîne câblée algérienne, pour que m'apparaisse enfin la cause de mon émoi. La langue, c'est bien cela. Tu parles avec ta fille en français et non en arabe,
comme tu l'as toujours fait. À mon insu, tu as glissé lentement mais sûrement vers cette langue avec la complicité de ma sœur. Je n'ai rien vu venir. Sous mes yeux, un corps étranger a fait irruption dans notre sanctuaire. Sans crier gare, le dehors s'est immiscé dans le dedans. Comment et quand cela s'est-il produit? Du plus loin que je me souvienne, nous avons toujours parlé en arabe à la maison, ou plus exactement en derija, un dialecte algérien, une langue hybride qui porte en elle toutes les couches des migrations et invasions successives. Je tente de remettre de l'ordre dans cet égarement linguistique en me mêlant à votre conversation par des interventions exclusivement en arabe. Ma sœur, qui comprend parfaitement ce que je dis, ne répond qu'en français, quand de ton côté, tu navigues entre deux langues, deux rives filiales. Que s'est-il passé pendant mon absence? Pourquoi subitement te mettre à parler le français à la maison? Toi qui étais persuadé qu'un jour ou l'autre, par choix ou contraint, il te faudrait retourner d'où tu viens, reprenant le « on n'est pas chez nous » en réponse à la célèbre formule frontiste « on est chez nous ». Voilà tout à coup que tu prends possession du français. Quel est le sens de cette métamorphose? Le dernier bastion de ta résistance était-il tombé? Mais je fais peut-être fausse route. Je cherche du sens là où il n'y en a pas. Après tant d'années, le temps n'a-t-il pas fait tout simplement son ouvrage? Tu as fini par apprivoiser cette langue que tu ne sais ni lire ni écrire. Avec l'aide de ma sœur, tu as appris à la dompter, à la manipuler, à lui faire suffisamment confiance pour l'inviter chez toi, à table. Parler l'arabe à la maison, c'était sauvegarder comme une relique la part la plus primaire de ton identité. Mais le temps et l'environnement avaient considérablement contaminé et altéré ce patrimoine. Changer de langue, c'est changer de pays, de culture et de mémoire. Ce jour-là, dans le salon, j'avais assisté à ta mue linguistique. Je devenais le témoin de ta seconde migration au sein même de ton territoire. J'étais impuissante face à ce nouveau déracinement au sein même de ton propre foyer. En avais-tu seulement conscience? Je trouve ça. Il refusera de prendre la nationalité française. Oui. Oui. Je me suis souvent interrogée, évidemment, pourquoi ma mère a fini par prendre la nationalité française. Et dès que je lui en parlais, il m'opposait une fin de non-recevoir. Alors avec le temps, j'avais fini, comme je le raconte dans le livre, par affûter mes arguments. Je lui avais dit que sa retraite, qui était déjà très maigre, allait être amputée de 20% s'il ne prenait pas la nationalité française. Et c'était toujours non, non, non. Et j'insistais, mais pourquoi tu ne veux pas prendre cette nationalité française? Et il me répondait, ça sert à quoi? J'aurai toujours ma tête d'arabe. Alors, mais je persistais à le convaincre. Et j'avais oublié un événement quand j'ai commencé à écrire ce livre et qui m'est revenu quand je vous disais que la mémoire, c'est quand même un muscle extraordinaire. J'avais oublié qu'un jour, mon père m'avait appris, enfin je l'avais appris d'abord par ma mère et j'avais tenté de l'interroger là-dessus, mais il n'avait pas voulu m'en dire plus. Le 17 octobre 1961 avait eu lieu à Paris une marche pacifiste, puisqu'à l'époque, un couvre-feu était imposé aux Algériens qui vivaient en France. Et les Algériens avaient défié cette interdiction pour manifester dans les rues de Paris et pour demander la fin de la guerre de l'Algérie et l'indépendance de l'Algérie. À l'époque, c'était Maurice Papon qui était le préfet de Paris. Et lors de cette nuit sanglante, 200 Algériens ont été noyés dans la Seine et beaucoup d'autres ont été passés à tabac. Et mon père avait manifesté ce soir-là. Je sais qu'il était dans les rues de Paris et qu'il avait manifesté. Et je l'ai interrogé là-dessus. Je lui ai demandé voilà ce qui s'était passé. Il n'a pas voulu m'en dire plus, mais je suis persuadée que son refus de prendre la nationalité française est contenu dans ce qu'il a vécu dans cette nuit-là. C'est ce que je me suis raconté. Dans cette vie, qu'est-ce qui vous blesse le plus?
le fait qu'il appartienne à une classe sociale brimée, celle de l'ouvrier, dont le corps s'use, ou qu'est-ce qui vous blesse le plus? Le fait qu'il n'ait pas pu s'épanouir dans sa propre nationalité? C'est encore autre chose, Ouais. je dirais. Évidemment que les corps, mais tous les corps abîmés par le travail, moi, c'est ce que je raconte d'ailleurs. Quand j'ai découvert Annie Ernaux à l'âge de 23 ans, ça a été une déflagration pour moi. J'avais découvert son écriture avec le livre La Place, qui est un hommage à son père. Et ce livre m'avait bouleversée et m'avait vraiment... J'étais saisie parce que je m'étais dit, c'est fou, cette femme, Annie Ernaux, nous n'avons ni le même âge, ni la même origine, ni le même parcours. Et pourtant, en lisant son livre, je me reconnais et je reconnais mon père. Donc évidemment, moi, tous les corps abîmés par le travail, c'est quelque chose qui me touche parce que beaucoup de gens, en prenant leur retraite, finalement, n'en profitent pas et ça précipite leur fin. Donc non, pas du tout, ni ça qui m'a blessée, ni le fait que je puisse avoir honte de quoi que ce soit, parce que je n'ai jamais eu honte ni de mes origines ouvrières, ni de mes origines algériennes. Ce qui m'a profondément blessée, je dirais, c'est quand, par exemple, plus jeune, étant l'aînée, c'est moi qui m'occupais de tout ce qui était administratif. C'était d'une part comment on pouvait s'adresser à mes parents dans l'administration, quelque chose qui me dérangeait. Ce tutoiement facile que je n'aimais pas, d'une part. Et puis d'autre part, j'ai commencé moi à travailler à l'âge de 14 ans pour soulager mes parents financièrement. Et on me disait souvent dans les différents métiers que j'ai faits, j'ai été aide-soignante, j'ai été femme de ménage, j'ai travaillé dans une boulangerie, j'ai été garde-malade. Et il y avait toujours cette phrase qui revenait souvent, même quand j'ai commencé mon métier d'actrice, c'est « Qu'est-ce que vous parlez bien français ? Point de suspension ». Et alors ça me blessait profondément. Et comme je l'écris d'ailleurs, point de suspension, on me laissait à moi le soin de finir la phrase pour ne pas avoir à se salir la langue. Et déjà d'une part ça, et d'autre part aussi quand j'ai commencé mon métier d'actrice, systématiquement, alors que mon père m'a toujours encouragée dans mes choix. Alors, quand j'étais gamine, je rêvais d'être avocate. Alors, il m'avait offert le code pénal à l'âge de 14 ans. Et puis ensuite, alors lui aurait aimé que je sois institutrice parce que pour lui, c'était le plus beau des métiers. Et puis, quand j'ai décidé d'être actrice, il était ravi. Et quand mon premier film est sorti et que j'ai été primée et que je rencontrais un certain nombre de journalistes qui me disaient « Mais comment réagit votre père quand même, vous êtes comédienne ?» Je ne comprenais pas en fait le sens de leurs questions. À l'époque, j'étais à la Comédie Française et comme c'est pas dans le livre, mais Denis Podalides, qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui est remarquable, il est versaillais. Et il me racontait, Denis, que ses parents ne voulaient pas qu'il devienne acteur et ça a été terrible, jusqu'à atteindre vraiment un point de friction très fort comme ça avec ses parents. Et je me disais, mais c'est quand même dingue. Denis Podalides, on ne lui poserait jamais cette question. Et moi, sous prétexte que mon père est algérien, forcément, c'est comme si on le réduisait à un cliché qui est un homme musulman qui forcément verrait d'un mauvais œil que sa fille soit comédienne. Donc ça c'est quelque chose qui me blessait. Oui, mais il est exceptionnel. Je crois pas. Oh, enfin. Non, je crois pas. Vraiment. Vraiment, tout ce que vous en dites, c'est-à-dire depuis le Code civil, depuis toutes les anecdotes autour de vous, c'est une grande ouverture d'esprit. Oui, mais
Mais comme- qui ne tient pas, je veux dire, qu'on ne trouve pas dans les familles les plus classiquement françaises. Oui. Bah, je pense à Édouard Louis, par exemple, un garçon comme Oui, Édouard. mais même dans les sociétés bourgeoises, vous savez. C'est vrai, je vous parlais de Oui, Denis Podalides oui. à Dans les l'instant. sociétés bourgeoises. Oui, non, ouais. je sais pas, peut-être, mais malgré tout, je voyais bien que c'était souvent quand même lié à une, à une, Un préjugé. exactement, à un préjugé, tout Un à fait. préjugé. Mais les oui. préjugés ont la peau dure. Ben oui, comme ça. Et quels que soient les milieux d'ailleurs, quels que soient les milieux. Chaque milieu ayant ses propres préjugés. Tout à fait. Oui, ses propres préjugés. Et moi aussi, d'une certaine manière, puisque je critique les autres, mais si je dois faire un travail sur moi-même, je raconte d'ailleurs que finalement, moi aussi, mon père, je l'ai enfermé aussi dans cette... oui, dans une certaine idée que je pouvais m'en faire, puisque quand je lui ai présenté l'homme qui partage d'ailleurs toujours ma vie, j'étais très, très anxieuse à l'idée de lui présenter un homme qui n'était pas de la même origine que lui, pas de la même religion. Et je m'en suis voulu après, par la suite. D'avoir... mais évidemment, parce que mon père m'a dit, mais enfin voilà, peu importe qui tu aimes. Comment expliquez-vous que bon, ça c'est l'occasion de la mort de votre père, donc là sa disparition, etc. Mais comment expliquez-vous que vous n'ayez pas les mêmes pas les mêmes sentiments pour votre mère, pas les mêmes craintes? Dans le livre, on a l'impression que au fond, elle est très accommodante, très bien installée. Elle se fait du souci parce qu'il manquera toujours un papier. Elle connaît bien l'administration française, mais enfin, elle prend ça. Elle la connaît pas bien, mais elle est terrorisée. Elle est terrorisée. Donc elle garde tout précieusement, elle photocopie les pièces d'identité et ils sont disséminés chez des voisins, chez des amis. Il n'y a pas qu'elle, il y a moi aussi. D'accord. Donc non, c'est une source d'inquiétude. D'ailleurs, moi, quand j'étais enfant, quand mes parents se disputaient, c'était toujours à cause des papiers. Mais elle donne cette impression. Elle donne l'impression de... Bon, c'est un deuil, mais elle donne l'impression de réagir ou d'agir très bien. Ou non, c'est pas du tout c'est pas ça. Non, je dirais pas ça. Après, il y a... Elle est très accompagnée. Elle rejoint. Est-ce que c'est la tradition qui elle se laisse porter par la tradition. Elle se laisse porter aussi par la tradition et par tout ce cœur de femme qui l'entoure et qui la porte. Enfin, tout ce que je raconte sur les pompes funèbres, enfin, c'est des scènes d'ailleurs assez surréalistes, hein, mais elle est complètement dépassée. Et puis elle répète en boucle le prénom de mon père comme un automate. Et puis elle est dans la culpabilité, évidemment. Enfin, donc nous sommes là pour l'entourer, l'encadrer, et puis elle se laisse porter, en fait. Elle se laisse porter. Hein. C'est un cœur, en fait. Elle est au centre d'un cœur Exactement. de femme. Exactement. Cœur de femme. Il est très intime, mais il est très beau, un des derniers gestes de votre père, qui est de caresser la poitrine de sa femme. Comme adieu. C'est magnifique. Et ça en dit plus encore que sur tout ce qu'il est lié. Magnifique. Hein? Dites-moi, vous êtes actrice, vous êtes écrivain. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait chez certains écrivains, pas tous, il y avait un fondement d'acteur. C'est-à-dire quand on se met à la place d'un personnage et l'acteur l'interprète, mais l'écrivain l'interprète aussi. C'est vrai. C'est juste. Hein? Oui, c'est juste. C'est juste. Et, quand vous écrirez des livres qui seront moins dans votre vérité, parce que... J'écris un roman, là. Vous écrivez un roman, vous verrez à quel point... Enfin, vous devez savoir à quel point un écrivain est un acteur. Complètement. Un acteur multiple, dédoublé. Oui. Hein? En revanche, un acteur n'est pas forcément un écrivain. Oui, voilà. Moi qui ai un amour des livres et des mots, je me suis toujours interdit d'écrire
parce que je considérais que mon métier, c'était comment dire, le réceptacle et le passeur, une sorte de témoin. Enfin, ma fonction, c'était de mettre en bouche les mots des autres. Oui. Et j'avais un- un tel respect de la littérature et puis quelque chose presque comme de l'ordre du sacré, quoi. Enfin, je me le suis interdit et je remercie mon père parce que d'une certaine manière, c'est lui qui a fait sauter ce verrou parce que j'ai eu cette nécessité d'écrire et c'est devenu, voilà, c'est devenu une nécessité. C'est devenu une nécessité. Mais quand l'actrice que vous êtes lit son propre texte, qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile. Hein? Non, c'est pas facile. C'est pas pas facile, mais quand j'écris... Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous le lisez sur le ton de votre écriture ou est-ce que vous inventez un autre ton pour la lecture? Je sais pas. Bah là, par exemple, je lutte contre l'émotion, donc je suis pas... je suis, on va dire, dans une sorte de justesse. Je sais pas de justesse, mais en tout cas presque dans un état second. En revanche, quand j'écris, je relis systématiquement à voix haute, parce que je trouve que c'est par l'oral qu'on se rend compte et du rythme, et de la pulsation, et de la répétition, ou du mot qui n'est pas juste, qui gratte l'oreille, donc il faut emprunter un autre chemin. Donc ça passe par l'oralité. Eh bien, vous savez, c'est un excellent conseil. C'est le fameux gueuloir de Flaubert, qui en plus lisait devant les autres. Il embêtait tout le monde parce qu'il savait qu'ils en prenaient pour 3-4 heures. Et voilà, mais Flaubert s'en fichait parce que c'est lui qui l'écoutait. C'est lui qui l'écoutait. Non, mais c'est évident que vous avez de l'émotion. Mais comment on n'aurait pas, n'importe quel lecteur aurait de l'émotion en lisant le livre. J'espère. Vous pouvez vous en lire un passage en nous expliquant où vous êtes? Alors, un truc un peu léger, drôle. Parce qu'il y a plein de moments drôles. Si, mais si. Alors. C'est vrai que, à l'exception de la moustache, tu es le portrait craché de Louis de Funès. Les yeux, le nez, le dessin des sourcils, les lèvres minces, le front haut et le crâne dégarni ceint d'une couronne de cheveux fins, ainsi que le caractère, du moins ce qu'il en ressort à travers ses films. Impétueux et bouillonnant, tu ne tiens pas en place, tu moulines des bras, trépignant d'impatience et mimant sans embâge ceux qui t'agacent. Dans la famille, nous en avons tous fait les frais. Parfois, nous détournions la tête ou quittions la pièce pour ne pas raviver le feu de ta colère avec nos rires étouffés. Tu es comblé de bonheur lorsque quelqu'un note la ressemblance. Et si tel n'est pas le cas, tu ne manques jamais une occasion de t'autoproclamer sosie officiel. Pour preuve, tu racontais comment sur le parking de l'enseigne Euromarché, une femme t'avait abordé pour te demander un autographe. Tu ne t'es pas démonté, te prêtant au jeu avec malice. Pendant quelques secondes, tu as été un autre, passant du statut de travailleur immigré à celui de star de la comédie. Incapable d'écrire quoi que ce soit, tu as juste gribouillé avec aplomb, non sans prendre soin de cacher ta main amputée de ses 2 doigts. Puis, lorsque la femme t'a remercié, tu t'es trahi par ton « de rien » débordant de ton accent algérien. Elle avait pris ses jambes à son cou face à ce fou sans que tu en sois affecté. Je t'avais fait remarquer que ce n'était pas très gentil de t'être payé sa tête. Ce à quoi tu m'as répondu « Et alors, il ne faut pas être très malin non plus pour penser que Louis de Funès fait ses courses à l'Euromarché d'Atis-Mons. » Oui. Moi, c'est le visage glacé qui sort du tiroir aussi, que vous reconnaissez ou vous reconnaissez pas? Si, évidemment, mais il n'a plus d'âge, plus de sexe. Il ressemble à un enfant, presque. C'est rassurant.
Et puis cette incroyable course pour l'accompagner, et finalement, il va partir seul. Et ça, c'est la désolation générale de la famille, parce que chacun va renoncer. Chacune a renoncé pour l'autre à l'accompagnement, et en fait, le renoncement va être général. Oui, parce que finalement, personne ne peut... Mais il y a quelqu'un qui l'accueille quand même. Oui, heureusement. Heureusement que quelqu'un l'accueille là-bas à Alger avant de rejoindre le cimetière de Tipaza. Mais ce qui me peine profondément, c'est indépendamment du fait qu'on ne puisse pas l'accompagner, c'est que je me dis que cet homme est arrivé à l'âge de 18 ans en France, les mains dans les poches, sans rien, et il repart dans la soute d'un avion, dans un cercueil, et sans rien non plus, enfin, personne pour l'accompagner. Donc, mais ça, c'est lié à la situation du Covid, oui, oui. Qui est terrible. Mais enfin, c'est symbolique aussi. Hein. Bien sûr. Oui. Et puis aussi, c'est ce que je dis aussi par rapport aux pompes funèbres, quand on nous apprend qu'il partira seul, finalement, c'est comme un colis qu'on achemine, quoi. Enfin, et encore une fois, il y a toujours aussi le rapport au travail, quoi. Enfin, c'est terrible, mais presque comme un colis. Voilà, la collecte, l'acheminement, le transit, le stockage, puisqu'il passera la nuit à l'aéroport. Enfin, parce que toute chose que je ne savais pas, je ne savais pas du tout comment se passaient ces retours. Et finalement, ces cercueils, on les envoie facilement, alors que les personnes ont une difficulté de visa, etc., pour entrer. Et là, c'est véritablement très organisé. Le séjour à l'aéroport. Mais je pense que parce que la situation du Covid a fait que c'était à situation exceptionnelle. Et on n'a pas pensé pendant le Covid à ne pas envoyer les cercueils? Mais alors, ça, c'est toute la question. Alors, c'est quelque chose qui me trouble d'ailleurs. Alors, je n'ai pas d'études à l'appui, c'est purement empirique. Mais c'est fou, tous ces hommes repartiront les pieds devant. Et étonnamment, les femmes ne veulent, je parle en tout cas en l'occurrence de ma famille, les femmes ne veulent pas être enterrées en Algérie. Comme si elles avaient compris qu'une fois le Rubicon franchi, on ne pouvait plus faire marche arrière. Et puis surtout, il y a des enfants. Et puis il y a des petits-enfants. Et l'exil déchire jusque dans la mort, finalement, puisque mon père est enterré là-bas, à Tipaza, et ma mère sera enterrée ici, en France. Mais on le voit dans le livre, on voit déjà dans le livre son intégration à elle, peut-être parce que plus matériel, avec des objets, et puis justement avec la famille, l'idée de la famille. Et lui, il est là sur la pointe des pieds. Oui, après je pense que c'est lié déjà d'une part à leur personnalité, très, très différente. Mais quand même, elle est extrêmement courageuse. Ah ben évidemment. Parce que sa vie est digne de la sienne. Hein. Tout à fait, tout à fait. Oui. Mais elle a compris très vite, par exemple, quand nous on a grandi dans une cité, dans un quartier, mais elle a très vite compris que rien de bon ne pouvait advenir d'un environnement où finalement on ne part que les plus pauvres, et c'est comme ça qu'elle a commencé à travailler. En plus de son travail, elle avait elle travaillait à côté au noir aussi, pour avoir un salaire et toujours plus d'argent pour avoir un prêt à la banque, pour pouvoir acheter une maison afin qu'on soit scolarisé dans dans une autre commune. Donc oui, ma mère, elle a cette force en elle, mais parce qu'elle a compris aussi par rapport à ses enfants, elle voulait à tout prix sauver ses enfants. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis très, très touchée parce que là, le livre est sorti maintenant depuis près de 10 jours. Je reçois des tombereaux de lettres qui me bouleversent.
qui me bouleversent. Alors, ça va de je suis petite fille d'espagnol ou Ouais. fille d'espagnol, je me reconnais, fille de portugaise, fille d'italien, fille d'agriculteur de l'Aveyron, je me reconnais. Ça me Mais bouleverse. est-ce que c'est... Peut-être Et c'est donc, je voulais choquant. juste Oui, dire de la reconnaissance. Juste de la reconnaissance. Mais est-ce que, à partir du moment où on voit sa vie du côté du malheur, est-ce qu'on n'est pas libre quand même de choisir sa vie du côté du malheur ou du côté parce que là, on est dans une immense tristesse qui est due au deuil. Mais Cadour, c'est un seigneur. Ah oui. Donc, on peut aussi ne pas chercher en soi et dans ses ancêtres, ou ceux qui n'ont pas d'ancêtres non plus. On peut aussi chercher ces lettres de noblesse là-dedans. Bien sûr. Et puis aussi par rapport à la notion de bonheur, c'est que j'ai 2 enfants et je me suis rendu compte que, évidemment, quand on a des enfants et qu'on a réussi, entre guillemets, je veux, je veux, je ne veux pas que mes enfants soient des ingrats ou qu'ils soient mal élevés. Et donc, je passe mon temps à leur dire, moi, à ton âge, j'avais pas ça. Hein. Et puis, tu sais, il y en a qui n'ont pas à manger. Hein. Et puis, tu sais que moi, je pouvais pas faire ça. Moi, j'allais pas au restaurant, donc j'espère que tu apprécies. Moi, je voyageais pas, on partait pas en vacances. Et un jour, mon fils, ça m'a brisé le cœur. Mon fils m'a dit, mais maman, à chaque fois que tu parles de Bouya et Mouima, qui sont Pépé et Mémé, me dit, on dirait que tu n'étais pas heureuse. Ça m'a alors brisé le cœur, parce que je me suis rendu compte que je ne convoquais mes parents que par le prisme du manque. Et donc, il a fallu que je change un peu mon fusil d'épaule et expliquer ce que c'est que le bonheur à bas bruit. Le bonheur qui n'est ni ostentatoire, ni clinquant, mais qui sont juste des petites choses, des petits riens, Oui. mais qui sont des instants de bonheur extraordinaires. Qui sont dans votre livre. Oui. Alors, c'est quoi le bonheur? C'est quoi? Il y a un plaisir fou. Vous avez un plaisir fou à les retrouver. Oui, oui, un plaisir fou. Bien sûr. Vous vous en voulez de les avoir un petit peu laissés tomber, entre guillemets. Vous revenez, vous vous emparez de la cuisine, vous vous emparez au fond, vous emparez de la maison. Hein, vous vérifiez que tout est à sa place. Vous aimeriez pas trop qu'on déplace un objet. Non. Vous voulez retrouver tout comme ça. Et eux, n'ayant pas bougé, eux vous attendant. Hein, ça. Bien sûr. Oui. C'est ces petits bonheurs, c'est la figue sur le figuier. Tout à fait. Celle que votre père vous donne. Et quand il ne vous la donne pas, elle est verte. C'est donc que vous ne savez pas bien choisir vos figues. Hein, mais il me réservait toujours la première figue, oui, bien sûr, qui prenait soin d'emballer si je n'étais pas là. Pour attendre mon retour, il prenait soin de l'emballer dans un papier de sopalin humide. Oui. Mais dans le livre, il est beaucoup question de la terre. Oui, parce que cette jolie scène où il va couper tous les arbres qui ne sont pas utiles dans votre maison pour plus tard vous installer pommier et abricotier, mais il enlève tous les arbres parce que il va en faire du bois, au moins vous pourrez vous chauffer. Tout à fait. Mais ce que je voulais vous demander, mais vous n'êtes pas l'immense bonheur de vos parents? J'espère. Oui, mais enfin, j'espère. Vous le savez. Oui. Vous savez à quel point vous êtes le bonheur. Oui, mon père mon père qui était très taiseux, mais c'est en vieillissant, évidemment, il se livrait beaucoup plus. Alors quand je vois, moi, mes enfants, je leur dis 15 fois par jour je t'aime. C'était pas le cas de nos parents, mais je pense que c'est aussi c'est générationnel. Générationnel aussi. Mais il y a une expression chez nous en arabe, qui dit hamartili wajhi, ce qui veut dire littéralement tu as mis du rouge sur mes joues, ce qui veut dire tu m'as rendu fière. Et mon père me l'a dit. Ah oui. Et c'est le plus beau des cadeaux. Ah oui. J'ai mis du rouge sur ses joues. Oui. Est-ce que vous pouvez nous lire un dernier passage, peut-être? Alors, lequel? Je vous oublie. Je sais pas. Je vous avais suggéré dans un texto un autre passage. Il y avait la langue et puis un que j'aime beaucoup,
Ah bah, la fille, peut-être. Oui, oui. Alors. Ton savoir est empirique, sculpté par les épreuves, façonné par ton expérience de la rue. Tu avais à cœur d'incarner ton rôle de père avec sérieux. Pour ce faire, tu as tâtonné, cherché, expérimenté. En tant qu'aîné, j'ai essuyé quelques plâtres, et lorsque tu faisais fausse route, je ne manquais pas de t'affronter. Je te respectais, mais ne te craignais pas. Et toi, en bon cultivateur, tu savais séparer le bon grain de l'ivraie et mettre au propre les brouillons raturés. Tu savais également me surprendre, comme ce jour où tu m'as donné la plus grande des libertés. Sais-tu à quoi je fais référence ? Je devais avoir 13 ans, un peu plus ou un peu moins, peu importe. Je venais de rentrer à la maison, après avoir quitté des amis, quand quelques minutes plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Tu vas ouvrir. Une femme de la cité qui n'habite pas notre immeuble, mais que tu connais de vue, se tient devant toi. Elle vient pour moi, dit-elle avec gravité, et uniquement pour mon bien. Guidée par son altruisme, elle se doit de te mettre en garde. Elle m'a vu discuter avec des garçons. Je suis une jeune fille, ma place n'est pas dehors, les gens du quartier vont jaser, ils vont se faire des idées, car comme chacun le sait, les gens par nature sont médisants. Son devoir est donc de te prévenir pour mieux guérir. Tu restes silencieux, étrangement calme, ce qui n'a rien pour me rassurer. Je sais combien le regard de l'autre pèse dans nos sociétés. Par la porte de ma chambre restée entrebâillée, j'écoute le fiel qui se déverse de la bouche de cette sorcière. La source de sa logorée se tarit enfin, mais comme tu ne dis toujours rien, elle ne sait plus sur quel pied danser. Après un long silence, et avant de lui claquer la porte au nez, tu lui as retorqué « Je ne sais pas de quelle fille vous parlez, je n'ai que des garçons. » Tu ne t'en souviens probablement pas, mais ce jour-là, j'ai mesuré la chance que j'avais de t'avoir pour père. Ce n'était pas faire insulte à mon sexe, bien au contraire. Tu m'en avais affranchi en m'érigeant à l'égal d'un homme. Cette offrande sera la clé de voûte qui définira et déterminera mon rapport au monde. Voilà, entre autres, ce que je te dois. Merci beaucoup. Moi, je crois que le plus simple, si vous voulez parler à Rachida Brakni, c'est d'aller la voir à sa signature. Le micro, pardon. Le plus simple pour lui parler, c'est de la rejoindre derrière son bureau où elle vous dédicacera ce livre absolument merveilleux et qui pose vraiment des questions de fond. Voilà. Parce que je pense que toute question que vous pourrez poser, elle est si intime que je vous évite ainsi de la poser publiquement.